La marine américaine et la Royal Air Force britannique ont mené des missions de surveillance aérienne coordonnées le long de l'une des frontières les plus sensibles de la guerre en Ukraine. L'espace aérien près de la péninsule de Crimée et de la région russe de Krasnodar. Selon le magazine Military Watch, un avion de patrouille maritime P-8A Poséidon américain et un jet de renseignement. La marine américaine et la Royal Air Force britannique ont mené des missions de surveillance aérienne coordonnées le long de l'une des frontières les plus sensibles de la guerre en Ukraine. L'espace aérien près de la péninsule de Crimée et de la région russe de Krasnodar. Selon le magazine Military Watch, un avion de patrouille maritime P-8A Poséidon américain et un jet de renseignement de signaux RC-135W Rivet Joint britannique ont été suivis effectuant des schémas de reconnaissance étendus et délibérés à quelques kilomètres seulement du territoire contrôlé par la Russie. Les données de vol révèlent qu'une chorégraphie calculée. Le P-8A américain a balayé de larges arcs au-dessus de l'eau libre, effectuant une patrouille maritime classique. Plus à l'ouest, le RC-135 Davar britannique a initialement volé selon des schémas parallèles en circuit avant de se rapprocher et de rejoindre la même zone opérationnelle plus près de la Crimée. Ces boucles répétées n'étaient pas une coïncidence, elles sont la signature incontestable de la surveillance, du sondage radar, des capteurs en recherche et des signaux silencieusement récoltés. Ensemble, les deux avions forment un puissant dispositif de renseignement. Le P-8A apporte un radar avancé, des capteurs électro-optiques et infrarouges capables de suivre les navires, les véhicules et les mouvements le long des côtes. Le RC-135W, quant à lui, est un espion électronique volant conçu pour intercepter, analyser et géolocaliser les radars ennemis, les communications et les émissions de défense aérienne. Ce que l'un voit, l'autre l'entend. Depuis février 2022, les vols de renseignement de l'OTAN comme celui-ci ont joué un rôle décisif dans la formation de l'effort de guerre ukrainien. Combiné avec des centaines de satellites occidentaux et la présence de personnel occidental soutenant des systèmes d'armes complexes, ce renseignement a transformé des données brutes en avantages opérationnels sur le champ de bataille. Ces missions ne se contentent pas d'observer. Elles informent la planification, affinent le ciblage et peuvent directement permettre des frappes de précision loin derrière les lignes russes. La Russie, en revanche, manque d'un réseau de reconnaissance comparable. Ce déséquilibre continue de faire pencher la guerre du renseignement en faveur de l'Ukraine et de ses soutiens occidentaux. Les enjeux se sont encore élevés en août 2025, lorsque les P-8 de la marine américaine ont commencé à opérer dans la mer Noire, équipés du capteur aéroporté avancé hautement secret APS-154, monté sous l'avion dans un pod de mission spéciale. Ce radar de nouvelle génération peut scanner simultanément la Terre et la mer, suivre les cibles en mouvement et générer des images haute résolution, de jour comme de nuit, même par mauvais temps. Conçu pour la guerre côtière, il transforme le P-8 en bien plus qu'un chasseur de sous-marins. Tout cela se concentre sur un seul endroit, la Crimée. La péninsule est parmi les territoires les plus lourdement fortifiés sous contrôle russe, saturés de systèmes de défense aérienne, y compris le S-500 Prométhée. Pourtant, elle a été implacablement ciblée par des missiles, des drones et des frappes à longue portée visant les aérodromes, les ponts, les plages et les infrastructures. Les responsables ukrainiens décrivent ouvertement la Crimée comme un objectif primaire. Les dirigeants occidentaux sont allés plus loin. S'exprimant à Varsovie en octobre 2025, l'ancien ministre britannique de la Défense Ben Wallace a appelé à intensifier les attaques pour rendre la Crimée non viable, arguant qu'étouffer la vie civile et militaire là-bas pourrait forcer Moscou à réévaluer le coût de la guerre. Alors que les avions de surveillance tournent au-dessus et que les capteurs scannent silencieusement en dessous, un message est clair. La Crimée reste au centre d'une campagne de renseignement et de pression qui s'élargit, et les cieux au-dessus d'elle sont tous sauf vides. La ligne de front de l'Ukraine s'étend sur plus de 700 miles, et maintenant, les fissures commencent à apparaître. Dans la ville du sud-est de Vuhledar, les défenses ukrainiennes ont été prises au dépourvu lorsque les troupes russes se sont glissées dans la ville sous couvert de brouillard, se déplaçant le long d'une rivière qui traverse la zone. Attirés par le son d'un générateur, les troupes russes ont pris d'assaut un poste de commandement ukrainien. Un échange de tirs a éclaté. Les soldats ukrainiens ont été forcés de battre en retraite, laissant derrière eux du matériel critique et des cartes révélant les positions des drones à proximité.
Peu après, ces équipes de drones ont été soumises à un feu russe intense. Un commandant ukrainien a qualifié la situation simplement de catastrophe. Après 4 années de guerre d'usure, l'Ukraine fait face à une dure réalité. Elle n'a pas assez de troupes pour défendre chaque secteur de manière égale. Le New York Times a rapporté que Kiev a concentré une grande partie de sa main-d'œuvre sur la défense des villes clés du Donbass, la région que la Russie insiste à devoir contrôler entièrement avant tout règlement de paix. Mais cette concentration a laissé d'autres zones, comme certaines parties de Zaporizhia, plus vulnérables, et la Russie semble exploiter ces lacunes. Fin 2025, les forces russes ont réalisé leurs plus grandes avancées à Zaporizhia et dans les régions voisines, capturant un territoire significatif, tandis que les forces ukrainiennes luttaient pour maintenir les lignes défensives. Aujourd'hui, les cartes du champ de bataille suggèrent que la Russie contrôle au moins la moitié de Vuhledar. Pourtant, les analystes avertissent que les gains de Moscou restent limités dans l'ensemble, capturant moins d'1% du territoire total de l'Ukraine l'année dernière. Pour les soldats ukrainiens, la guerre ressemble maintenant à combattre des incendies, se précipitant vers un point chaud seulement pour en voir un autre éclater ailleurs. La stratégie n'est plus de tenir chaque pouce de terrain, mais de refuser à la Russie l'élan. Surtout alors que les pourparlers de paix négociés par les États-Unis se poursuivent. « Nous allons là où le feu éclate », a déclaré un commandant au New York Times depuis un poste de commandement souterrain. Pour les civils, la vie près du front est devenue insupportable. Les résidents décrivent des mois de bombardements, des rues vides, des magasins fermés et une peur constante. Mais les choses ont empiré lorsque des drones kamikazes ont commencé à apparaître au-dessus, souvent le signe d'un assaut imminent. Un résident âgé a rappelé comment les soldats défendant la ville semblaient épuisés et sous-approvisionnés. L'artillerie était rare, la rotation des troupes ralentissait et finalement, les renforts ont cessé d'arriver. Pour de nombreux civils, l'écriture était sur le mur. Lorsque les renforts ukrainiens sont finalement arrivés à la fin de l'année dernière, ils ont découvert que certaines positions défensives étaient déjà tombées, des pertes qui n'avaient pas été immédiatement signalées. Reprendre le terrain signifiait avancer sous des attaques constantes de drones et s'engager dans des combats rapprochés brutaux. Les soldats s'entraînent maintenant sans relâche, sachant que la survie dépend souvent de réactions en une fraction de seconde contre un ennemi qui voit presque tout d'en haut. Mais même après la reprise du territoire, le maintenir reste un défi. Les commandants admettent que les pénuries de main-d'œuvre sont sévères. Un bataillon qui devrait avoir 500 soldats peut n'en avoir que 100, et seulement la moitié de ceux-ci peuvent être aptes au combat. L'évasion du service militaire et la désertion ont aggravé la situation. Le commandement de la défense ukrainienne dit que des millions ont évité le service, tandis que des milliers de soldats sont absents sans permission. Le président russe Vladimir Poutine a maintenant ordonné à ses forces de pousser vers la capitale régionale de Zaporizhia. L'Ukraine espère que les lignes défensives nouvellement construites, une ceinture de fils barbelés, un fossé anti-chars et des ouvrages de terre fortifiés peuvent ralentir ou arrêter l'avancée. Une longue ligne de front, une main-d'œuvre limitée, une pression constante et une guerre où chaque brèche peut devenir une percée. Alors que les combats d'hiver se poursuivent, la question demeure. L'Ukraine peut-elle tenir la ligne ou la Russie trouvera-t-elle plus d'ouverture? Ce qui se passe au-dessus de la mer Noire et ce qui se déroule dans les tranchées de Vuhledar sont deux faces de la même médaille. D'un côté, une guerre technologique menée depuis les cieux où chaque signal intercepté, chaque image radar et chaque mouvement de navire devient une pièce du puzzle stratégique. De l'autre, une guerre d'usure brutale où les hommes manquent, où les positions tombent dans le brouillard et où tenir le terrain devient une question de volonté autant que de capacité. Les vols de surveillance coordonnés entre Washington et Londres ne sont pas de simples patrouilles de routine. Ils représentent un engagement occidental constant à fournir à Kiev les yeux et les oreilles qu'elle ne peut pas s'offrir seule. Chaque boucle que le P-8A trace au-dessus de l'eau, chaque signal que le RC-135 d'OBU capte dans les terres, contribue directement à la capacité de l'Ukraine à anticiper, planifier et frapper. Sans ce parapluie de renseignement, la guerre aurait un visage très différent. Les frappes de précision contre les infrastructures russes en Crimée, les attaques contre les ponts et les aérodromes, tout cela repose sur une chaîne d'information qui commence dans les ciels. Mais sur le terrain, la réalité est la plus sombre. Les commandants ukrainiens le disent ouvertement. Ils n'ont pas assez d'hommes pour défendre partout à la fois. Chaque décision devient un arbitrage douloureux. Renforcer Donetsk signifie affaiblir Zaporizhia.
tenir une ville signifie en abandonner une autre. Et quand les Russes trouvent leurs points faibles, ils les exploitent avec une détermination méthodique. Vu les DAR en est l'exemple parfait. Une ville qui aurait dû être défendue s'est retrouvée sous-équipée, sous-ravitaillée et finalement submergée. Les cartes laissées derrière, les positions de drones révélées, tout cela a transformé une retraite tactique en catastrophe opérationnelle. Ce que Poutine comprend, c'est que le temps joue en sa faveur. Tant qu'il peut maintenir la pression, tant qu'il peut exploiter les failles, tant qu'il peut user les défenses ukrainiennes plus vite qu'elles ne peuvent se reconstituer, il garde l'initiative. Son ordre de pousser vers la capitale de Zaporia n'est pas une impulsion, c'est un calcul. Il teste la capacité de Kiev à tenir plusieurs fronts simultanément. Il mesure la profondeur des réserves, la solidité des nouvelles lignes défensives et surtout, il évalue la volonté politique occidentale de soutenir cette guerre sur le long terme. Et c'est là que tout se rejoint. Les avions espions au-dessus de la Crimée, les soldats épuisés dans les tranchées de Vuldar, les négociations de paix menées par Washington, tout fait partie d'une même équation stratégique. L'Occident peut-il fournir assez de renseignements, assez d'armes, assez de soutien pour compenser le déficit humain de l'Ukraine? Kiev peut-elle transformer l'avantage technologique en victoire sur le terrain? Et Moscou peut-elle continuer à avancer malgré les pertes, malgré l'isolement, malgré la pression? Pour l'instant, les cieux au-dessus de la mer Noire restent actifs, les capteurs continuent de scanner, les signaux continuent d'être interceptés. Et quelque part, dans un bunker souterrain près de Zaporijia, un commandant ukrainien regarde une carte